Bonjour à tous. Bien écoutez, on est très heureux de vous accueillir aussi nombreux pour cette conférence autour de la connaissance client comme levier de croissance pour votre entreprise. C'est un vaste sujet. Je suis accompagné d'Aurore Fourniot, qui est responsable CRM du groupe IKKS, et on essaiera d'imager un certain nombre de use cases qui sont utilisés aujourd'hui chez IKKS en matière de connaissance client. Et pour ma part, donc, je suis Bruno Carrois, directeur général de l'agence Avancy, qui est une agence spécialisée en data-driven marketing. Notre vocation est d'accompagner les entreprises sur leur stratégie d'acquisition et de fidélisation autour de l'exploitation de la donnée. Voilà, et donc nous faisons partie de MV Group qui est spécialisé autour de l'univers des métiers du digital et de la data. Une agence comme la nôtre intervient sur tout un ensemble de secteurs d'activité. Aujourd'hui, on va avoir comme exemple, en effet, l'univers de la mode et du retail, mais en effet, l'univers de la donnée et de la connaissance client, il est exploité aujourd'hui aussi bien dans le retail, dans le e-commerce, par des marques qui cherchent à créer du lien avec du consommateur, et ça dans des univers qui peuvent être extrêmement divers et variés. Quand on parle de data-driven marketing, déjà pour essayer de redonner un petit peu de cadre, qu'est-ce que ce terme veut dire finalement? En fait, aujourd'hui, le data-driven marketing, on peut essayer de le définir de cette façon. C'est en fait un marketing qui est éclairé et objectivé par la donnée, dans lequel on remplace en effet les études par les données et la logique du marketing mixte par la maîtrise du parcours client. C'est-à-dire que là encore, où on cherche à faire évoluer un peu les approches du marketing en règle générale, et en effet, la donnée va nourrir les réflexions, la compréhension et permettre d'adapter ces stratégies marketing. La data, c'est un vaste chantier, c'est un vaste univers. Aujourd'hui, les données et les traces qui sont laissées par les consommateurs, elles sont nombreuses, elles existent partout. Le développement du digital fait que aujourd'hui, ces sources de données, elles se multiplient. On considère aujourd'hui qu'on va encore avoir une multiplication pratiquement par 300 des volumes de données qu'on est en capacité à capter et à exploiter, malgré le fait que certaines réglementations sont venues aussi structurer ces approches, qui était plutôt une bonne chose. Vous avez tous entendu parler sûrement du RGPD, qui était, je pense, une vraie nécessité pour ne pas tomber dans le n'importe quoi. Mais aujourd'hui, en effet, ces traces et ces volumes de données sont colossaux. Aux États-Unis, ça fait très longtemps que le sujet est très largement compris. Plus de 90% des entreprises américaines aujourd'hui considèrent que la donnée est de première importance, en tout cas pour atteindre leurs objectifs marketing. Il y a plus de 2/3 des entreprises qui consacrent plus de la moitié de leur budget sur le domaine de la donnée, et qu'en effet les résultats derrière sont assez probants. Donc c'est un univers qui a été largement investi aux États-Unis et qui est extrêmement exploité. Alors pour une raison que je viens d'évoquer, c'est que aujourd'hui on est dans un monde qui est évidemment connecté, on vit dans son quotidien du matin au soir, voire même plus en laissant des traces numériques, et donc en permettant en tout cas de mieux en tout cas capter des données consommateurs et derrière donc de pouvoir mieux les comprendre. Et puis on est face aussi à des comportements d'achat qui ont évidemment été complètement bouleversés ces dernières années. On connaît évidemment les comportements traditionnels de shopping et notamment dans le retail qui ont été complètement revisité avec ce qu'on appelle l'omnicanal notamment, et qui font que derrière ces logiques de parcours client sont devenues beaucoup plus sophistiquées. Si on revient finalement sur ce qui se passait et ce qui s'est passé pendant des dizaines d'années,
on avait un schéma d'expérience client qui était globalement relativement simple. Il suffisait en effet de se dire finalement on crée un stimulus sur un marché, on vient en effet rechercher à stimuler un consommateur. Ce consommateur derrière va en effet passer à ce qu'on appelle le premier moment de vérité, c'est-à-dire l'objectif c'est de l'engager sur un acte d'achat, et puis derrière il va vivre l'expérience de son produit, l'expérience de sa marque, et à partir de cette expérience, si elle était satisfaisante ou si elle est satisfaisante, ben finalement, en effet, on a en effet une probabilité assez forte de pouvoir le fidéliser. Aujourd'hui, le schéma est différent et se sont intercalées deux approches qui sont venues enrichir ce parcours client. La première, c'est un concept qu'a développé Google qui s'appelle le Zero Moment of Truth, qui est en effet le fait qu'il y a toujours en effet un stimulus qui existe en amont, qui est déclenché par des investissements publicitaires, le fait de faire connaître une marque, la faire aimer, la faire préférer, ça existe toujours, sauf que derrière, elle ne va pas forcément aller directement, elle ne va pas susciter directement une expérience d'achat, elle va faire qu'un consommateur va en effet venir sur le digital, va faire des recherches, va comparer, va rechercher des avis, et son comportement va être largement influencé par toutes ces approches-là. Aujourd'hui, on considère qu'il y a 84% des internautes qui basent leur décision d'achat sur des informations qu'ils ont consultées ou recherchées en ligne. Ce qui modifie fondamentalement les choses, ce qui fait qu'une marque aujourd'hui peut largement communiquer, avoir une présence très forte sur les médias de visibilité. Ça n'empêche que derrière, si d'autres ont une présence extrêmement affirmée sur le digital, on est capable aussi, ils sont capables de dériver en effet un client de cette première orientation. Donc ça a changé évidemment beaucoup de choses. Et puis, la dernière chose qui a aussi beaucoup changé les choses, c'est que derrière l'expérience que l'on a vécue d'un produit, d'un service, on va le partager. Et ce partage, il va être important. Il va aussi largement influencer les futurs clients d'une marque, puisque en effet, si ce partage d'expérience est positif, eh ben, en effet, derrière, la marque en tirera tous les bénéfices. Si ce n'est pas le cas, en effet, elle aura beaucoup de mal d'ailleurs à contrecarrer un petit peu ces approches-là. Donc en tout cas, des choses qui ont largement changé, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on parle de parcours client, tout le monde cherche à comprendre le parcours client. Le parcours client, c'est devenu quelque chose d'extrêmement compliqué. La particularité, c'est qu'on peut en effet tracer des choses pour essayer de mieux le comprendre, mais il y a aussi énormément de complexité derrière tout ça. Il y a aussi des avantages, c'est qu'en effet, on capte de la donnée, on a plus d'informations, on avait par le passé des informations de transaction, on a aujourd'hui des informations qui proviennent de l'univers du digital. Ces informations, on les capte plus vite, on les traite plus vite, et donc on est en effet en capacité même à aller sur des approches prédictives. Vous avez tous entendu parler de l'intelligence artificielle en matière de e-commerce ou de vente de services. On est en effet aujourd'hui capable d'avoir des algorithmes qui vont être capables de prédire quasiment en temps réel un comportement futur, et puis on va être a priori beaucoup plus pertinent parce qu'en ayant plus d'informations, donc en maîtrisant mieux la logique du parcours client, ben on va être en effet en mesure d'avoir des discours qui vont être beaucoup plus adaptés, beaucoup plus personnalisés, et d'avoir quelque part la capacité à construire ce qu'on va appeler une expérience client qui est cousu main. Donc finalement, on comprend mieux le consommateur, on est capable de mieux prédire son comportement, d'interagir avec lui, de délivrer des messages qui vont être plus personnalisés, de mieux donc de ce fait-là répondre aux attentes et d'enrichir de ce fait une expérience client. Les résultats sont là. Il y a une étude qui a été faite par McKinsey qui démontre que, par exemple, en e-commerce, un e-commerçant qui exploite aujourd'hui l'ensemble du potentiel de ces données est capable d'augmenter sa marge opérationnelle de plus de 60%. Mais le quotidien, ce n'est pas forcément ça. Le quotidien qu'on rencontre tous, c'est des entreprises qui réussissent en partie à faire ça, ou qui réussissent bien à faire ça, mais on est tous confrontés à autre chose. On est confrontés à, finalement, des marques qui sont capables de nous saturer avec des campagnes d'email de masse,
On peut être retargeté dans tous les sens au point qu'à un moment donné, ça devient quasiment insupportable. On a finalement très peu d'adaptation des messages et la logique de la reconnaissance du client, finalement, elle va être délaissée au moment où on va passer, en effet, au moment où ces marques vont passer à l'acte. On va avoir finalement des offres qui vont être très générales et peu adaptées. Et au final, un consommateur qui se dit, ok, mais au final, je me sens harcelé. On est dans un marketing qui est finalement assez intrusif. Derrière, finalement, on crée de la saturation et on crée de l'insatisfaction. Donc il y a un delta entre finalement tout ce que l'on peut faire aujourd'hui et tout ce que l'on voit en règle générale. Alors évidemment, les très grosses entreprises ont largement investigué l'univers de la data depuis longtemps et sont en capacité à mettre plus de moyens et ont plus d'expérience sur le sujet. Mais quand il faut revenir en effet sur des entreprises plus petites, même sur des très grosses PME, la réalité c'est qu'on n'en est pas forcément toujours là. Et dans une entreprise, en plus, il y a des dilemmes qui se posent entre la pertinence que l'on veut obtenir dans une expérience client et puis les impératifs des fois économiques. Tout ça lié en grande partie à une chose, c'est que si on essaie de schématiser globalement des parcours client type, on s'aperçoit qu'en fait, quand on retrace ces parcours clients, on se retrouve avec des données qui sont silotées. Elles se retrouvent dans des systèmes de web analyse, elles se retrouvent dans des ERP, dans des outils de CRM, mais elles sont de toute façon complètement en silo. Or, comment est-ce que l'on peut aujourd'hui être capable de comprendre un comportement client et avoir des éléments de connaissance si on a des données en silo? C'est juste pas possible. Et c'est en réalité une des problématiques majeures dans beaucoup d'entreprises. On veut commencer des fois à faire des choses très compliquées avant même d'avoir réglé les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est je dois réunifier les données et je dois faire en sorte que les données que je vais exploiter soient les bonnes et soient vraies. Pour ça, il faut être méthodologique dans ces approches et il faut en effet faire les choses dans l'ordre. Ça ne sert à rien d'imaginer de mettre en place des algorithmes d'intelligence artificielle au départ si de toute façon on n'est pas certain que la donnée qu'on exploite va être pertinente, va être cohérente et vraie. Une donnée vraie, c'est quelque chose de compliqué à obtenir. Enfin, pas compliqué, qui demande en tout cas de la rigueur dans son approche pour le faire. Donc il y a des étapes à franchir, de réfléchir à ce que l'on veut faire autour de la construction de l'expérience client et de sa stratégie de relation client. Où se trouvent les données dans l'entreprise? Comment est-ce qu'elles sont? Est-ce qu'elles sont en silo ou est-ce qu'elles ne le sont pas? Comment est-ce qu'on va les gérer? Aujourd'hui, on a des questions à se poser sur la gestion des données, notamment avec la RGPD. On ne peut pas gérer des données dans n'importe quelle condition. Une fois qu'on va avoir fait ce travail et qu'on va avoir en effet structuré cette information, on pourra en effet commencer à travailler la partie connaissance client. Et cette connaissance client, elle doit déboucher en effet sur des stratégies de relations clients et donc la mise en œuvre derrière de programmes de marketing automation. En marketing automation, on peut aller très loin. On verra quelques exemples tout à l'heure. Mais pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, on travaille nous avec certains e-commerçants où le matin, plusieurs millions d'emails vont partir. Mais quand la campagne est déclenchée, le contenu de l'email, il est vide. Il est personnalisé en fonction de la situation d'un client à un moment donné. Et on va adapter en permanence les contenus. Donc c'est des approches qui sont différentes. On ne monte plus des campagnes de façon traditionnelle aujourd'hui. C'est en fonction du comportement. On va déclencher des scénarios qui vont être pertinents, qui vont interagir au bon moment avec la bonne offre, avec le bon discours. Et puis tout ça, ça doit être piloté de façon claire et précise. C'est-à-dire que si on veut être capable de parler d'amélioration de la fidélité, d'amélioration de l'expérience client, il faut aussi être en mesure de se doter de KPI suffisamment précis pour pouvoir le faire. Évidemment, ça peut se faire avec des technologies d'un côté et de l'expertise de l'autre côté. Donc au final, il y a trois choses en effet qui sont importantes. Au départ, on a de l'information. Une information brute, ça ne sert pas à grand-chose. Cette information, on va devoir la convertir en connaissance. Cette connaissance client devra se convertir en action et ces actions, elles ont un objectif, c'est d'apporter des profits à l'entreprise. Mais quand on parle d'apporter des profits, on le verra aussi tout à l'heure, c'est d'apporter une meilleure expérience au client. Et si on veut apporter une expérience au client, la finalité, c'est de mieux le fidéliser,
de faire en sorte que ce client soit là le plus longtemps possible et qu'il consomme le plus souvent possible. La première des choses dans tout ça, c'est de prendre les choses, en effet, je vous le disais, dans l'ordre. Et il y a une priorité, pour ma part, qu'il ne faut pas oublier. Aujourd'hui, on cherche, par exemple, à traiter de la donnée digitale avant même d'avoir ce que je vais appeler traiter les données first party, qui sont vos propres données déjà de transaction. Or, première chose à bien maîtriser, c'est comprendre un cycle de vie client. Il est imagé de façon très synthétique, évidemment, ici, mais on démarre par un prospect. Ce prospect va devenir client, puis ce client va peut-être se fidéliser, va peut-être devenir un ambassadeur pour votre marque, puis à un moment donné, il abandonnera une marque et il deviendra un client, un ex-client, quelqu'un qui vous aura en effet oublié. Comprendre cette logique déjà de parcours, c'est un élément clé pour être capable de construire derrière une véritable stratégie client. Et pour ça, en effet, on a besoin d'avoir des éléments de connaissance qui permettent de situer un client dans ce cycle de vie et de comprendre ses comportements à chaque instant de ce cycle de vie. Voilà, donc première approche en tout cas, et ce sur quoi on voulait insister, c'est, on aurait pu vous parler de choses super, vous envoyer un peu dans les étoiles et vous parler de ce qu'on peut faire en matière de prédictif, mais avant de faire du prédictif, il faut être déjà capable de revenir sur ces fondamentaux-là. Et il y a souvent encore beaucoup de travail à opérer pour être capable de bien faire ça. La finalité, c'est déjà d'être capable de construire des plans d'action qui vont être en fonction et liés à ce cycle de vie. Vous ne pouvez pas vous adresser de la même façon à un nouveau client qu'à un client en effet qui est très fidèle à la marque. Faut-il être capable de bien identifier ce qu'est un nouveau client? J'en parlais hier soir on prenait l'exemple, je reprenais l'exemple d'un de nos clients qui est une très grande enseigne qui a beaucoup de données. Aujourd'hui, dans cette enseigne, on est incapable de déterminer qui est un nouveau client. Pourquoi? Parce que le moment où cette entreprise a commencé à collecter des données, il y avait déjà toute l'histoire qu'il y avait avant. Et au moment où j'ai collecté la première transaction, est-ce que c'était vraiment la première transaction avec la marque ou la première transaction que je collectais? Donc à ce moment-là, en effet, j'ai une information qui me dit c'est potentiellement dans ma base de données un nouveau client, mais ce n'est pas évidemment forcément ce contexte-là que j'ai derrière. Donc évidemment, des choses des fois simples ne sont pas forcément si simples, il faut toujours être vigilant sur cette approche-là. Voilà pour la théorie. Dernier point en effet de tout ça. Et puis l'objectif, c'est que je puisse laisser la parole à Aurore qui nous a fait le plaisir de bien vouloir nous accompagner sur cette conférence pour en effet vous faire déjà un retour d'expérience sur IKKS et sur l'approche de l'exploitation de la donnée dans un groupe comme IKKS. Donc, Aurore, je vais déjà peut-être te laisser nous présenter IKKS. Eh bien, bonjour à tous. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, donc, le groupe IKKS est une marque française de prêt-à-porter qui regroupe plusieurs marques qui sont IKKS, One Step et Icode. Et la petite particularité du groupe IKKS, c'est que derrière ces marques, on se décompose en différentes lignes que l'on va adresser à différentes tranches d'âge ou sexe, avec notamment la marque IKKS qui se décline sur l'enfant, l'homme et la femme, mais également la marque One Step qui est centralisée sur l'adulte, homme et femme, et puis une petite marque Icode, Icode qui, elle, est dédiée à une jeune femme qui rentre juste dans la phase active et qui donc est dédiée à la femme. On a également un autre réseau qui est particulier, qui est le réseau XNO, qui, lui, est un réseau de distribution de boutiques qui s'adresse à des petites villes et qui du coup regroupe un mélange entre IKKS et One Step pour proposer les deux marques dans une même boutique.
Donc pour vous présenter un peu le groupe en quelques chiffres, donc l'activité retail aujourd'hui est présente dans 10 pays, principalement en France, où 80% de nos boutiques sont basées en France, mais également une grosse partie au Benelux, en Espagne, UK, Allemagne et Suisse. Et puis depuis quelques mois, on vient de s'implanter en Chine avec 6 boutiques qui viennent d'ouvrir. Donc ce qui refait à peu près un parc de boutiques de 800 boutiques, composées entre des succursales, donc des boutiques qui nous sont propres, et puis des affiliés qui sont des partenaires qui revendent nos collections. Au total, on a à peu près une vingtaine d'entités en découpant donc toutes les marques, toutes les lignes, tous les univers. Et puis également un parc de boutiques qui intègre des corners dans des grands magasins, une boutique e-commerce. Et puis également un parc de magasins qui regroupe toute l'activité outlet, seconde vie des collections. On a actuellement à peu près 100 millions de fiches en base, 300 cas de tickets par mois, et en campagne, en routage de campagne, on est à peu près à 80 millions d'envois d'emails par an et 20 millions de SMS. Alors peut-être juste déjà pour vous expliquer, avant en effet qu'on parle de connaissance client, en effet c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Dans une entreprise, en fait vous avez des systèmes qui sont avant tout des systèmes de gestion, qui sont des ERP de gestion, qui peuvent être pourquoi pas des outils de CRM, qui sont des sites, qui visent à gérer des processus particuliers. Un système de caisse dans des boutiques, on lui demande avant tout de bien gérer la vente dans les boutiques. Donc l'objectif dans un premier temps, c'est en effet d'identifier tous ces silos de données qui vont collecter de la donnée client, qu'on a essayé d'imager un petit peu sur ce diagramme. Et en effet, ces silos de données, d'être en capacité à aller chercher cette information pour, dans un premier temps, la mettre en œuvre dans un data mart client, donc une base de données spécialisée marketing client, dont la vocation va être de réunifier cette donnée, de la structurer, de s'assurer de la véracité de la donnée, que l'on est en train de traiter une donnée qui est juste, une donnée qui est vraie, de pouvoir en effet la réunifier pour se donner une vraie vision 360, et de cette donnée, il va falloir en effet la faire vivre, l'enrichir, et donc il va falloir en effet la gouverner. Et il va falloir le faire aussi aujourd'hui dans un cadre qui est celui du RGPD, donc de la réglementation sur la protection des données, qui, on pourrait dire, a mis un certain nombre de contraintes. Je pense qu'il n'a pas mis tant de contraintes que ça. Il a mis des règles pour que la donnée consommateur soit utilisée de façon pertinente. Maintenant, en effet, ces règles, on doit s'y conformer. Et les sanctions qui commencent à tomber, d'ailleurs, de plus en plus, peuvent être assez sévères. Donc, il faut évidemment faire en sorte que ce périmètre de RGPD soit largement pris en compte. Et l'objectif dans tout ça, ça va être d'avoir une donnée qu'on va considérer comme étant suffisamment robuste, suffisamment fiable pour pouvoir être exploitée. Et à ce moment-là, cette donnée, elle va pouvoir être redistribuée vers des briques fonctionnelles qui vont être capables de la traiter à des fins de connaissance client, à des fins de reporting et de BI, et puis à des fins opérationnelles, notamment en les renvoyant vers des plateformes de marketing automation. Les plateformes de marketing automation vont, elles, déclencher des actions. D'elles-mêmes, elles vont produire de la donnée. Des gens vont avoir en effet ouvert des emails, cliqué sur des emails, et donc on va en effet récupérer ces données pour enrichir aussi les données de comportement. Donc sans aller déjà plus loin que ça, et en s'arrêtant déjà sur cette approche-là, la base, en effet, elle part aussi de là. Sans faire ça, ou en cherchant à structurer ça dans les systèmes de gestion, comme on peut le voir aussi, où on demande des fois des systèmes de gestion de vouloir faire ce job-là, c'est pas leur job. Il faut des outils qui sont adaptés à ça et des bases de données qui sont adaptées à ça, avec, en dernière logique, une approche qui est différente de l'approche système d'information. C'est que nous, on le vit très régulièrement avec les e-commerçants, avec des clients qui nous disent
bah, la semaine prochaine, je vais engager un processus, une nouvelle action, et je vais aller capter tel et tel type de données que je n'avais pas encore. Il faudra qu'elles soient intégrées dans mon système de base de données. Et donc, il faut des systèmes très ouverts, très flexibles, pour être capable d'intégrer des données nouvelles qui peuvent arriver à n'importe quel moment. Oui, alors en 2 mots, peut-être tu peux nous expliquer comment ont été un peu organisées les données chez IKKS? Alors du coup, nous, vu la complexité de la marque et du groupe, on a décidé d'organiser toute notre modèle de données déjà avec une première vision qui était dédiée à la marque, avec derrière notre organisation de personnel qui était sur le terrain, toutes les BU, toutes les enseignes, les pays et qui va jusqu'au client derrière. Donc une vision vers vraiment focalisée sur la marque qui du coup n'est pas polluée par les autres données des autres marques et qui permet également donc d'analyser et derrière de déclencher des actions sur le focus marque. On a également organisé une deuxième base de données qui, elle a plus une vision au niveau du groupe, donc qui est plus sur un client unique du groupe IKKS, afin de voir quelles vont être les navigations entre les marques et les lignes du groupe. Et en revanche, cette deuxième base de données est vraiment recentralisée sur de l'analyse et derrière ne déclenche pas de marketing automation en direct. Donc ces 2 bases sont vraiment recentrées dans l'outil de BI qui est l'outil de Blueven. Et derrière, donc, on a un deuxième outil, donc c'est Legend, le marketing automation, qui lui est de façon également cloisonnée à la marque, pour éviter que tout simplement que les clients naviguent entre IKKS, OneStep ou eCode, avec une base de données qui également descend jusqu'au client, mais qui en revanche, elle, est beaucoup plus légère, étant donné qu'on n'a pas besoin de tous les champs de données pour déclencher des actions. Alors une fois qu'on a fait ça, je pense que ça permet en effet, quand on a structuré en effet cette information et que son niveau de granularité est bon et qu'on est sûr d'avoir des données viables. Et juste pour le projet chez IKKS date de quelques années en arrière pour la mise en œuvre, mais néanmoins pour arriver à avoir une bonne qualité de données et une bonne validité en tout cas de la donnée exploitable. Il a fallu plusieurs mois pour en arriver là, parce qu'en effet, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça, et ça demande en effet d'explorer cette partie donnée sur la partie qualitative de la donnée. Alors, en effet, à partir de là... Une fois que la base de données a commencé à être vraiment structurée, qu'on a pris en main les outils, bon, après c'est un peu la boîte de Pandore, donc on commence à rentrer dans des analyses, à comprendre ce qui se passe au niveau des clients, à identifier les segments, la segmentation, avec les segments les plus importants, et puis commencer à rentrer dans l'écriture de schéma marketing en faisant des méthodes de test and learn, hein, tout simplement, et en se focalisant sur réellement ce qui marche, rentrer dans du ROI, et puis derrière, voir tout de suite ce qui marche pas, et avoir une vision également sur la pression marketing également. Alors concrètement, ça s'est traduit comment en termes d'émergence des principaux types de comportements? Alors, on a recentré au total 7 principaux segments, tout simplement avec nos addicts qui du coup sont nos meilleurs clients, donc nos ambassadeurs qui reviennent au fur et à mesure des saisons, en opération et hors opération, qui sont très fidèles. On va avoir également nos occasionnels, donc des clients qui viennent de temps en temps, tout simplement pour un achat, une pièce coup de cœur, un petit achat en solde, voilà, qui viennent occasionnellement. On a également identifié des comportements qui sont, eux, liés plus à l'activité des opérations commerciales. Donc, tout simplement, d'un premier segment avec des clients promophiles, donc des gens qui viennent essentiellement en grosse période d'opération. Et puis à l'inverse, donc des promophobes, donc des gens qui n'ont pas d'impact, le prix n'a pas d'impact chez eux et qui viennent essentiellement pour la pièce coup de cœur, le démarrage de saison, la tendance actuelle, et qui du coup ne regardent pas le prix.
Et puis, comme dans tout cycle de vie de clients, eh bien, on va avoir des clients qui partent du principe, qui décident d'abandonner la marque, et d'autres qui commencent à être un peu plus inactifs avant de passer sur la phase abandon. Et puis, ne pas oublier non plus donc, nos nouveaux clients qui, eux, sont les nouvelles personnes qui rentrent dans la base. Voilà, donc faire émerger en tout cas les premiers comportements majeurs, en tout cas la bonne compréhension de ces comportements clés pour en effet à partir de là finalement mieux comprendre ces comportements et puis en tout cas derrière pouvoir les exploiter. Exactement. Alors l'univers de la marque IKKS est aussi particulier parce que comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs lignes et il y a des choses qu'on a également pu mettre en place. Tout simplement des liens entre les marques enfants et les marques adultes. Chaque enfant a dans son cercle forcément des adultes, donc orienter ces clients-là peuvent devenir ambassadeurs sur les réseaux, les canaux adultes. Également la femme IKKS qui peut s'orienter vers des petites marques comme Icode, et puis recentrer nos marques IKKS et One Step sur nos réseaux dans des plus petites villes. Donc il y a également ce cycle de fidélisation qui se rajoute à la complexité de la marque et à la compréhension du parcours dans sa vie au quotidien. Oui, puis ce qui est intéressant dans une enseigne ou dans un groupe comme celui-ci qui a plusieurs marques, c'est quand on définit en effet aussi un certain nombre et qu'on a une vision sur les KPI de ce que sont les taux de fidélisation par exemple dans une marque, c'est aussi la capacité de pouvoir les comparer entre eux et de regarder en fait à un moment donné comment ces clients se fidélisent plutôt sur une marque plutôt qu'une autre et en effet d'avoir des repères quand même assez intéressants derrière ça. Puis en effet de bien tracer les parcours qui peuvent exister entre les différentes marques, parce que c'est une réalité évidemment très, très concrète. Alors, on va parler d'un sujet qui est le comportement cross-canal, sans aller jusqu'à ce qu'on va appeler l'omnicanal. Moi, ce terme d'omnicanal est un terme aujourd'hui qu'on emploie beaucoup, mais l'omnicanalité, c'est vraiment l'interaction de tous les canaux à peu près en même temps. Là déjà la logique c'est souvent dans une enseigne de retail c'est de comprendre les comportements finalement cross-canaux. Il y a plein de préjugés en effet en la matière, on entend beaucoup de choses, des réseaux de points de vente qui disent généralement mais on a des e-boutiques qui nous cannibalisent du chiffre d'affaires, des gens qui s'occupent eux de la e-boutique mais sûrement pas, je vous cannibalise pas de chiffre d'affaires. Alors chez IKKS, concrètement, vous en avez appris quelque chose de tout ça? Oui, on en a appris beaucoup de choses, mais je connais ces guéguerres de on me prend mon chiffre, c'est un concurrent alors que c'est la même marque. Donc nous, notre volonté, ça a été vraiment de démontrer au quotidien pour rassurer nos personnels de boutique en disant notre site e-commerce n'est pas un concurrent, on fait partie du même groupe. Et au contraire, donc, en démontrant avec des analyses que ce comportement cross-canal aujourd'hui réussit à doubler voire tripler la fidélisation du client normal. Donc on s'en sert au contraire pour démontrer aux boutiques que la boutique e-commerce devient la vraie vitrine, la première vitrine de la marque, que derrière on doit s'en servir pour fidéliser davantage. Si on n'a pas le produit en magasin mais qu'il est disponible sur le site, on met en place des services pour que la boutique puisse commander en ligne directement le produit et le faire venir chez le client. Et à l'inverse également, côté e-commerce, on sait très bien qu'un client, le recrutement est beaucoup plus facile sur le e-commerce et que derrière le réachat suivant se fait plus facilement en boutique. Donc on fait en sorte au quotidien de mettre en place et de montrer des indicateurs qui fait qu'on arrive à créer un lien entre ces deux canaux pour qu'au final, le client derrière se sente beaucoup plus fidèle et puis reconnu sur les deux canaux en fait. Quand il faut le démontrer à des boutiques, en effet, quand vous avez des chiffres en main et que vous êtes capable de le démontrer de façon très objective et non plus de façon subjective, ça change aussi finalement pas mal de choses sur la perception. Alors concrètement, on va essayer d'imager ça et je vais laisser Aurore vous présenter un peu un certain nombre de cas concrets.
Donc tout d'abord, sur les segments qu'on a identifiés la dernière fois, donc déjà nos addicts qui sont nos ambassadeurs, donc nos meilleurs clients. Chez eux, on a tenté d'instaurer un programme de fidélité qui n'est pas axé comme tous les différents programmes sur un cumul de points et de remises supplémentaires. Le marché du prêt-à-porter aujourd'hui est déjà saturé d'opérations commerciales. Donc nous, on a souhaité les récompenser en leur mettant en place des actions, on va dire, plus qualitatives sur du service qui va accompagner leur expérience en magasin, notamment avec sur le e-commerce des frais de port offerts de façon permanente et des retours gratuits, en magasin des retouches gratuites sur des articles, mais également des avantages qualitatifs comme des produits en édition limitée ou des exclusivités en fonction sur des collaborations. Donc vraiment tourner un programme relationnel sur du qualitatif. Nos occasionnels, eh bien, on axe ici notre communication sur tout ce qui va être de la communication en opération commerciale. De l'opération commerciale qui peut être simple sur des périodes très connues dans le secteur comme les soldes, mais sur lesquelles on va rajouter des avantages exclusifs afin que quand le client se présente en magasin, il ait l'impression d'avoir un avantage supplémentaire par rapport au client lambda qui rentre dans la boutique juste pour un achat en solde. Et puis nos promophiles, donc des clients qui sont orientés que sur de la promo, eh bien on va les orienter plus sur des ventes outlet. Comme je vous le disais tout à l'heure, le réseau IKKS a également un réseau de seconde vie. Donc on va les orienter soit sur des ventes éphémères qui sont en ligne, ou alors sur nos magasins outlet. D'autres exemples sur nos promophobes, donc des clients qui ne sont pas intéressés par les promos. Eux, on va plus orienter notre communication sur des collaborations avec soit des artistes sur des capsules, pour des capsules inédites. Donc là, orienté sur un côté très mode, très produit, qui du coup fait que le client se sent tout de suite intéressé par cette pièce unique qu'il ne retrouvera pas non plus en promotion en fin de saison. Et puis derrière, donc, nos abandonnistes, donc clients qui ne reviennent plus, eux, on va tenter de, malgré la masse de campagnes et de messages qu'ils ont reçus, tenter de créer la surprise avec un nouveau message, histoire d'un peu les réveiller et de réattirer l'attention de ces clients pour les faire revenir en magasin. Et puis ensuite, donc pour tous nos nouveaux clients, là on a mis en place un trigger qui du coup est d'entrée de jeu dès la première expérience chez IKKS, se décompose en 3 phases. Une première phase pour leur souhaiter la bienvenue et leur expliquer la complexité de la marque IKKS en leur expliquant qu'ils peuvent du coup retrouver différentes lignes, l'homme, la femme et l'enfant. À J+10, on a mis en place un autre trigger qui lui continue l'intégration dans le groupe avec un focus sur tout ce qui est réseaux sociaux. Et puis la dernière phase qui est le M+2, qui lui a plus vocation à favoriser très rapidement le réachat de ce client pour augmenter sa fidélité et le faire revenir acheter dans les 2 mois suite à son premier achat. D'autres exemples, donc là, qui jouent plus sur l'univers de notre marque. Déjà, la collection Baby. Donc, pour faire connaître la ligne enfant, on va axer notre communication sur tout ce qui va être cadeau naissance. Cadeau naissance pour tout simplement des bébés dans notre entourage. Donc, avec des campagnes qui sont vraiment liées autour d'un cadeau offert, un doudou, ou alors la première tenue à la sortie de la maternité pour faire découvrir cette marque. D'autres événements également très qualitatifs avec tout simplement des lancements d'égéries, donc des personnes qui vont relayer notre com en hommes, en femmes et également en enfants, parce que sur l'enfant, on a organisé depuis plusieurs saisons des castings géants pour des égéries enfants. Donc on fait venir, avant tout, c'est du drive to store, on fait venir des enfants dans nos boutiques pour participer à ce casting et en même temps, donc sans obligation d'achat, et en même temps qui fait découvrir la boutique et la collection.
Bien évidemment, derrière ça, toutes ces actions qui ont été lancées, on nous demande de rentabiliser toutes ces actions. Donc on est ensuite dans des tableaux de pilotage qu'on a dans l'outil de BI qui nous permettent tout de suite de rentabiliser les actions, s'assurer que les taux de feed sont augmentés par segment, par client et par marque. On va également regarder tout ce qui va être les indicateurs de vente avec les paniers moyens euros, les paniers moyens pièces et également la fréquence d'achat sur la saison. L'autre comportement qui est également étudié, ça va être la partie cross-canal, s'assurer que donc, du coup, nos clients cross-canaux continuent à augmenter en fidélité et surtout qu'on n'observe pas de cannibalisation entre les deux réseaux. Et bien évidemment, donc, des performances d'action et puis sans oublier derrière la satisfaction, des analyses de satisfaction sur nos clients. Voilà, alors je vais essayer de compléter en effet tout ce que vient d'évoquer à l'instant Aurore, et juste avec cette fois-ci les chiffres. Il est bien évident qu'il n'était pas question de montrer des chiffres pour autant. Je vais juste vous montrer en effet quelques chiffres d'une activité qui n'a strictement rien à voir, qui est absolument pas comparable, mais juste pour que vous ayez quelques indicateurs clés derrière quand on parle d'approche de ce type-là. Je vais juste vous prendre un exemple aujourd'hui autour d'un premier schéma de découpage qui est celui-là de 5 segments dans un fichier client. Ces 5 segments représentent 42% globalement du fichier de cette petite enseigne. Et je vous redonne juste quelques indicateurs ici sur notamment ce qu'on appelle les taux d'actifs, donc les taux de fidélisation. Le taux de fidélisation, vous voyez, sur ces 5 segments, au global, il est de 37%, mais la variation entre le premier segment et le dernier, elle est globalement multipliée par 4, c'est-à-dire que le premier segment, le taux de fidélisation est de 87% quand le dernier est à 21%. Donc le fait d'être en capacité à bien créer des segmentations sur des comportements homogènes dans le temps et pas en effet des segments qui vont bouger en permanence et qu'on ne va pas pouvoir piloter, c'est un élément qui est déterminant. Parce qu'en effet, derrière, les approches et les actions à mener ne sont pas les mêmes et les enjeux ne sont pas les mêmes. Et vous apercevez que généralement, derrière, il y a une corrélation entre le taux de fidélité et le taux d'activité, la fréquence des achats, le montant d'achat, et donc au final, le chiffre d'affaires qui est généré par client. En bref, entre ces 5 segments de clients, entre le premier et le dernier, il y a un taux de fidélisation qui est 4 fois supérieur et il y a une valeur client qui est 18 fois supérieure. Est-ce que je peux investir les mêmes actions commerciales sur le premier segment et sur le dernier? Est-ce que mon potentiel est aussi important dans chacun des deux? Est-ce que c'est grave quand je perds un client dans la catégorie A, C- par exemple, ou dans la catégorie A+, à chaque fois que je vais perdre un client ici, évidemment, ça a un impact qui va être considérable. Et quand vous voyez que ce segment, par exemple A ici, qui représente 3% de la base de données, génère 24% du chiffre d'affaires, et en réalité, quand vous le ramenez au compte d'exploitation de l'entreprise, il génère 40% globalement des profits de l'entreprise. C'est un élément qui est déterminant et on est sur des activités, je parle bien d'activités B2C, évidemment en l'occurrence, mais déterminer clairement ces 3%-là et d'être capable de les suivre, ça a évidemment un impact important, parce que là, en effet, avoir une action qui va faire que je vais éviter de perdre ces clients, par exemple, de haut de fichier, ou à chaque fois que je risque d'en perdre un, je vais en effet engager une action qui va être pertinente, évidemment, d'un point de vue même économique, c'est fondamental dans tout ça. Et puis, si je veux aller plus loin, même en matière de connaissances, ce que je connais de ce segment qui s'est très bien fidélisé, qui est en haut de fichier, je vais pouvoir poursuivre ma connaissance client. Je vais pouvoir me dire, alors finalement, ce client, quel a été son parcours pour devenir fidèle? C'est quoi son histoire? C'est quoi leurs histoires? Parce que si en effet il y a une histoire qui est un peu type, comment est-ce que je peux la répliquer sur mes nouveaux clients pour les amener sur cette même logique de fidélisation? Et puis ces clients de haut de fichier, par exemple, et qui sont les plus fidèles de la marque, qui sont-ils? Donc je vais pouvoir, par des approches d'enrichissement de données, connaître leur profil socio-démo, par exemple, et aller chercher des profils homogènes pour recruter des nouveaux clients. Et à l'inverse,
si mes profils sont différents sur mes clients les moins fidèles, en effet de les écarter de mes actions, par exemple, de recrutement. Donc derrière ça, je pourrais vous nourrir tout un ensemble de schémas d'analyse et de connaissances qui me permettront derrière d'améliorer tout mon processus de marketing, tout mon processus commercial et toute mon efficacité business. Voilà ce que je voulais en tout cas vous essayer de vous dire un petit peu en conclusion de cette approche. Au final, dans tout ça, la logique, vous l'avez compris, c'est de notre point de vue, avant de travailler de la connaissance client, il faut évidemment travailler la qualité de sa donnée, il faut travailler avec méthode. Donc il y a des étapes qui sont nécessaires. On doit collecter, on doit gérer, gouverner aujourd'hui cette donnée pour pouvoir la valoriser. À ce moment-là seulement, on pourra l'activer. Et de cette activation, on devra amener du pilotage. Et de ce pilotage, on aura des éléments qui nous permettront de mieux encore comprendre et d'améliorer tous ces processus. On est dans des processus itératifs d'amélioration continue, d'amélioration permanente pour enrichir d'un côté l'expérience client et faire en sorte que, en effet, l'entreprise se retrouve dans un contexte évidemment d'exploitation et d'économie qui soit la plus pertinente possible. Et évidemment, aujourd'hui, tout ça, on devra le faire en conformité avec les règles du RGPD, ce qui est un élément évidemment déterminant. Voilà, écoutez, on en a terminé, donc on vous laisse si vous avez quelques questions. De l'entreprise. Oui, c'est clair. Ouais. Alors, du coup, l'organisation en termes de marketing comprend 3 personnes qui ne sont pas forcément liées par des segments de clients, mais qui sont plus dédiées à une marque au global. Une marque pour IKKS, une personne pour IKKS, une personne pour OneStep, et puis une personne pour eCode. Et derrière, on fait en sorte que les segments soient animés par la même personne pour s'assurer que derrière, il n'y ait pas des chevauchements de com qui s'associent selon devant les différents segments. Et après, toute la redescente d'informations au sein de l'entreprise, ça a été une phase d'animation et de diffusion de tableaux de bord pour qu'ils comprennent réellement l'impact des différents segments. Oui, tout à fait. Il y a une redescente d'informations qui, du coup, va jusque dans le système de base de données, et un client qui se présente en magasin a directement sur sa fiche le segment qui lui est associé. Et elles ont un discours derrière commercial adapté à chaque personne. Écoutez, on va être obligé de conclure parce qu'on passe le timing. Si vous souhaitez nous poser des questions, n'hésitez pas à venir nous voir. En tout cas, on vous remercie et puis on vous souhaite une bonne journée.